Faut aimer le jazz, parce que si on n'aime pas le jazz, c'est pas l'intro du siècle. Salut tout le monde! Hey, on est le 19 août, et puis, je vais baisser ça un peu. Juste un peu, un petit fond quand même. Aujourd'hui, je vous parle des croyances personnelles qui sont revenues pour une portion, pas pour tout le monde, ils sont revenus une norme à suivre. C'est assez intéressant. Alors, bref, je vous parle de ça, mais je commence par vous dire que, suite à mon show de vendredi passé, je vous ai dit qu'il avait été top, etc., mais ça n'a pas niaisé. J'ai tout de suite la date du prochain, donc la scène Le Bourgneuf, le 18 septembre. Mise en vente aujourd'hui. 20 plus taxes, je pense. On va faire le même. En tout cas, ça revient comme à 25 piastres. Alors, je vous le dis, les billets vont être en primeur à moitié prix pour quelques jours dans mon Patreon. Donc, à 10 piastres plus taxes. Et mon invité, parce que je vous avais dit que là, j'ai fait vraiment un one-man podcast, si on veut. L'expression me fait rire encore. Mais dans un monde idéal, je veux pas refaire. Écoute, j'ai commencé à 8h, j'ai fini à 10h30. Je pourrais pas être tout seul, tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je renouvellerais. J'aurais pas des sujets à proposer puis du stock chaque mois pour 2h30, là. C'est désolé de vous décevoir. Mais règle générale, on se comptera pas d'histoire. Les podcasts sont hebdomadaires avec des invités. Ils sont pas quotidiens tout seuls. Fait que je te dirais que Angle Mort fait pas mal cette job-là. Je peux pas rajouter le stress d'arriver. Hey, ça fait juste 30 jours qu'on s'est vus. Parce qu'il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils revenaient parce qu'ils comprennent que c'est une formule qui est, tu sais, bon. Donc, j'ai décidé que j'allais avoir des invités. Ben, idem pour Montréal. La date, là, c'est cette semaine, Montréal. Ça va être aussi dans ces coins-là, dans un mois à peu près, fin septembre, là, mi-septembre. Ça fait que je me suis dit, je vais prendre un invité politique, un invité humoriste, puis je fais monter quelqu'un en fin de show pour faire une consultation, genre, je rentre dans ta... Qu'est-ce que tu veux savoir à propos des gars? Je rentre dans la tête des gars, tu sais. Ou des filles, mais disons que, bien entendu, je suis plus habilité. Fait que ça, c'est langue, puis ça fait que tout ça est rodé depuis déjà longtemps, etc. Puis là, sous ce format-là, j'ai bien vu que si j'avais eu des invités, ça aurait dynamisé la formule. Ça lui permet surtout d'avoir une pérennité. Mais j'en voulais pas parce que je n'en avais pas besoin. Puis effectivement, je n'en avais pas besoin pour la première. Donc, après ça, j'ai fait... Attends un peu, là. Moi, ma première partie, je fais facile 1 heure avec des choix de sujets que je pense que d'ailleurs, je vais mettre dans mon Patreon. Donc, c'est mes membres Patreon qui vont choisir les sujets pour lesquels on va avoir le choix. Je vais faire un questionnaire. Ou peut-être que je vais l'envoyer à tout le monde. Je vais voir. Ça fait que, dans le fond, il va y avoir des sujets préétablis qui vont avoir été proposés par choix de réponse d'avance. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, que je veux qu'il dure 1 heure max, là, tu sais, à un moment donné, là, j'ai fait, attends un peu, là, si j'ai un invité politique, ça devient genre juste des entrevues qui vont durer 20-30 minutes, qui est l'inverse de ce qu'on veut quand on fait une entrevue style podcast, c'est-à-dire on a du temps. Donc, j'ai décidé d'enlever l'invité humoriste et de garder juste l'invité politique. Par contre, à Montréal, ça va être l'inverse. Tout simplement parce qu'à Québec, je vais avoir beaucoup de choix de politiciens, puis à Québec, beaucoup de choix d'humoristes. Dans le fond, j'y vais littéralement avec cette logique-là. Et c'est Sylvain Lévesque qui est le député de Chauveau pour la CAQ, élu, qui va être mon invité, qui est un gars avec qui j'ai fait de la radio au 93, puis je suis devenu ben chum avec. Donc, c'est lui qui va être mon invité, puis on va jaser le Hawaii Bing Bang, donc en deuxième partie. Ça fait que, donc, tout ça, c'est réglé. Mise en vente aujourd'hui, fort probablement demain au maximum. Comme je vous dis, la première mise en vente, Patreon moitié prix. Et puis, voilà. Donc, c'est bien excitant. Vraiment. J'en reviens pas comment c'est un projet trippant, puis comment ça va me mener où, j'ai pas d'idée. Mais j'ai réservé 1 fois par mois à la scène Le Bourgneuf. Le dernier, savez-vous quoi? C'est le 23 décembre. Je vais me faire un genre de réveillon. Tu sais, c'est pas compliqué de remplir la salle, là. C'est 100 places max. Puis pour l'instant, on est encore limité à 50. Ça fait que quand ça va ouvrir encore plus, c'est 100 ou 120, je sais plus trop, là, en tout cas. Ça fait que, je sais bien que c'est une date bâtard, le 23 décembre, pour dire un show le 23 décembre, mais tu sais, quand t'as moins de place, quand ça va faire 4 fois que je suis venu, puis que là, tu sais, imaginez, là, rajoute là, plein d'affaires là-dessus, là, dont certaines que je vous ai pas dit encore, ça regarde bien pour remplir ça, et plus pour la suite, au retour des fêtes.
Mais on va voir, je pourrais rester juste... On va voir. Mais ça m'inquiète pas qu'il y ait du monde parce qu'il y en avait déjà, puis ça revolait, tu sais. Alors, ça, c'est pour les nouvelles côté projet. Donc, merci de me suivre dans tout ça. C'est bien le fun. Hier, mon podcast parlait de la réaction de Jean-François Lisée puis Mathieu Bock-Côté qui ont tout de suite jumpé en disant « c'est épouvantable, les seuils d'immigration doivent baisser. » C'est comme une équation, tu sais. Immigrants égale encore une gang qui s'en vient voler nos jobs. Ce qui est un peu Elvis Grattonesque comme conclusion, dans le sens que ça peut être vrai, mais démontre-le-moi, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Et puis, il y a quelqu'un qui, sur Twitter, qui a par rapport avec mon fil à moi n'est rien, mais qui, en bas de cette nouvelle-là, a dit 40%, écoutez ça comment c'est intéressant, qui a dit, un bon anonyme bien entendu, 40% des immigrants viennent pour, c'est des demandes d'asile ou bien c'est du monde sans qualification, etc. 40%. Bon. Et là, il y a une femme qui, elle, bien entendu, a visage bien découvert. Vous irez voir sur mon Twitter, là, cet échange-là, qui est très cool, c'est une photo là, que j'ai prise de ça. Répond, est-ce que je peux savoir quelles sont vos sources? Et là, il y a un troisième qui est arrivé dans le débat, qui a répondu textuellement la phrase qui suit, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Et j'ai pris une photo de ça, en biffant le nom de tout le monde puis leur photo. Puis j'ai fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tout à coup une nouvelle dans le journal qui annonce de quoi qui est très factuel, c'est-à-dire une ministre qui dit « Les seuils d'immigration ne bougeront pas, on a regardé l'affaire, puis c'est pas pertinent. » On a des réactions épidermiques tout de suite après qui est à l'affaire, à tort ou à raison. Mon point, c'est pas de dire c'est tort ou à raison, c'est que tu te prononces contre ça basé sur quoi, à part le fait qu'on te dit ça bougera pas. Ça bougera pas pourquoi? C'est même pas marqué. Alors ça, ce bout-là, je fais comme, c'est pas clair. Et quand quelqu'un, justement, exactement comme le thinking de ce que je vous ai parlé hier, pose la question banale, c'est quoi vos sources? C'est quoi vos sources pour prendre cette décision-là ou être contre cette décision-là? Alors que le gars anonyme prétend que 40%, ce qui est peut-être vrai ou faux, la fille demande juste c'est quoi vos sources? Eh bien, t'as Ticlin en dessous qui s'en va dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est là que tu te rends compte que pour beaucoup de monde, on est rendu là. On appelle ça, entre autres, l'ère de la post-vérité. C'est Michel Onfray, entre autres, qui rapporte ça. L'expression n'est pas de lui. Je ne sais pas c'est de qui, mais c'est l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que jusqu'à tout récemment, règle générale, les gens s'occupaient de savoir pour juger de quelque chose, que ce soit fondé sur de quoi qui est vrai. Ça peut être de quoi qui est vrai et déplaisant, ça peut être vrai et irritant, mais à tout le moins, c'est vrai. Alors, bien entendu, beaucoup de monde ne font pas la différence entre « ça me fâche » puis « c'est faux ». Souvent, si ça nous fâche, on combat ça, puis on fait blablabla, mais dans la vraie vie. Exemple, quand la loi est passée pour qu'on arrête de fumer dans les bars, les restaurants, il y a bien du monde pour qui c'était épouvantable. Ces gens-là ne se souciaient pas de savoir si c'était une mesure efficace pour la santé. C'était juste, soit que j'ai un bar, je vais avoir moins de clients, ou moi, je veux fumer. Bref, c'est les intérêts versus l'intérêt individuel versus l'intérêt collectif. Puis des fois, l'intérêt individuel devrait gagner, d'autres fois, non. Comprenez-vous? Mais je prends cet exemple-là pour illustrer. Mais c'était basé sur des faits. Il n'y a personne qui, tout à coup, niait la cigarette, c'est bon pour la santé, c'est 3 repas par jour, fruits et légumes, puis une bonne cigarette, c'est... Personne essayait de faire croire que la cigarette était tout à coup bonne pour la santé, puis que c'était une mesure liberticide, puis que dans vrai... Personne. Tout à coup, t'arrives, puis là, hop, là, masque, pas de masque, virus, pas de virus, tu fais un peu, tout ce monde-là peut pas avoir raison. Tu peux pas, comme Coluche disait, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça. Et tu te rends compte que le critère devient pour beaucoup de monde, Dieu merci, c'est encore une minorité, c'est juste qu'elle est bruyante, mais le critère devient « moi, j'y crois ». Moi, j'y crois. Moi, je crois pas à ça. Puis là, tu sors la grande ribambelle de réponses pour laquelle toi, tu crois pas à ça, t'as l'affaire. Puis là, je me disais, c'est intéressant ça, qu'est-ce qui a causé ça? C'est-tu l'avènement d'Internet?
Je pense qu'Internet, honnêtement, a une grosse part de responsabilité dans le fait qu'on entend de plus en plus tout et son contraire, que si tu es dans une mouvance de baliverne, ben, tu es capable quand même de convaincre des gens, parce qu'à quelque part, cette idée-là fait l'affaire. Ça fait l'affaire en premier lieu, donc pourquoi se badrer de ce qui pourrait contredire mon idée? Bon, c'est toutes des affaires connues si vous vous intéressez là, aux biais cognitifs, etc. Mais bref, pour faire simple, on dirait que plus que jamais, on est validé dans l'idée que même si ça paraît mal, même si c'est supposément cave, même si probablement c'est basé sur absolument rien, moi j'adhère à ça. D'où le commentaire du bonhomme qui disait à quelqu'un qui dit « C'est quoi tes sources? » qui répond « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » C'est quand même spectaculaire. Pour que ça déclenche l'idée de ce que je vous parle le matin, il faut quand même qu'on soit à un autre niveau, là. On parle, tu sais, qu'il y a des humoristes dans la vie qui sont dans leur sol puis qui essaient de faire des jokes, puis tu as ceux qui remplissent le Théâtre Saint-Denis. Là, c'est ce niveau-là, version intellectuelle, tu sais, ou renverser le sablier, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et là, j'ai fait comme, attends une minute, toi, post-vérité. Non. On est littéralement dans la même mouvance que depuis toujours. C'est-à-dire que, et là, c'est ma théorie du jour, pendant des centaines, voire des milliers d'années, l'humanité a été régie par des croyances religieuses, dont la plupart sont probablement elles-mêmes des balivernes. Donc, l'existence même de Jésus n'est pas prouvée. Il n'y a rien qui prouve l'existence de Jésus, à part les textes qui parlent de Jésus. On ne peut pas dire on ne peut pas croiser ça avec des informations de l'époque, etc. Tout ça, l'existence elle-même de Jésus, a pu être totalement inventée par les gens qui ont écrit au fil des décennies et des siècles ce qui est tombé le Nouveau Testament, à commencer par Saint Paul, qui a commencé à écrire 75 ans après la mort du Christ, selon les informations qu'il dit. Donc, c'est pas démontré. Ça fait que ça se peut que Jésus soit une pure fiction, puis que, étant donné que c'était rassurant, ou peu importe, puis qu'avec Constantin, en je sais pas trop quelle année, là, qui a décidé que tout à coup la chrétienté devenait la religion de l'État. Avec lui, il a donné un boost épouvantable à tout ça. Puis là, les gens qui se convertissaient avaient des avantages fiscaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez facilement trouver des recherches là-dessus. C'est assez intéressant. Puis, on peut dire la même affaire d'à peu près toutes les civilisations qui sont toutes à côté sur un texte qu'on dit sacré. Donc, une civilisation, c'est par définition à côté sur un texte qui est dit étant sacré. On n'est pas différent. On a décidé maintenant que le texte sacré, c'était le code civil, le code criminel, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on est 100% basé. Puis après ça, ça part en couille, puis ça marche, puis ça marche pas, puis ça débat, puis telle affaire, puis blablabla. La différence entre le code civil puis la loi, si on veut, ce qu'on appelle l'état de droit puis la religion, c'est qu'il y en a une, c'est croire sans avoir vu, donc croire tout et son contraire. Puis l'autre, ben, c'est basé sur des faits qui s'appellent des textes. Puis ces textes-là viennent dans une idée qui s'appelle la démocratie, bon, blablabla. Ça fait que sans rentrer là, dans tout ça, là, juste pour vous dire que, dans le fond, l'espèce d'ère de post-vérité qu'on vit pour un groupe d'individus qui s'occupent plus de savoir si c'est vrai ou pas, qui s'occupent juste de savoir si ça fait leur affaire, mais, ma foi du bon Dieu, c'est juste un retour. C'est pas nouveau. C'est comme si la science, puis le savoir, puis l'idée de prouver les choses, ça s'est développé à partir du siècle des Lumières, où là, il y en a il y a des philosophes qui se sont dit, on va arrêter de croire tout ça comme si c'était la base de tout, puis on va se mettre à douter. Puis là, après, ça a continué. Puis plus la science avance, plus les églises se vident. Et là, dans le fond, Internet vient comme mettre un genre de grand bordel. Certains vont dire non, Internet me permet d'être lucide. C'est probablement vrai à certains égards. Mais bref, c'est un chaos qui n'existait pas avant, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, n'importe quoi qui est vrai ou faux permet à certaines personnes de dire c'est pas important. Mon jugement n'est pas basé, je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte, mais mon jugement n'est pas basé sur c'est vrai ou faux. Ben ça, c'est exactement l'histoire de l'humanité. On a eu une petite parenthèse où est-ce qu'à quelque part, les faits avérés devenaient la base de la vérité qui devenait la base du raisonnement. Donc, on raisonnait à partir de ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Puis après ça avançait. Ce qu'on appelle la science avance. On a été capable d'envoyer du monde sur la Lune, c'est pas rien. Pour ça, il faut découvrir comment ça marche.
puis les lois de la physique, puis comment on peut faire pour que, de quoi a l'air la navette pour qu'elle puisse être capable de revenir. Elle ne peut pas être faite comme une boule de quilles, manifestement, ça ne marcherait pas. Il faut qu'elle soit faite comme elle a de l'air. Ça répond à des lois. Ces lois-là, on est capable de les comprendre. On peut les reprendre. Le propre d'une démarche scientifique, c'est d'être capable de répliquer quelque chose, de dire comme « Ah, quand je fais ça, ça donne ça. Puis quand je le refais, ça redonne ça. » Fait que ça s'appelle la vérité. C'est vrai. Fait que là, quand tu dis « Ben moi, 1 plus 2 égale 27 », puis quand je le refais, c'est 1 plus 2 égale 1864, là, tu fais « Ben c'est pas vrai. » Je veux dire, il y a peut-être... La seule vérité, c'est que c'est le chaos, tu sais. Alors, c'est très intéressant de voir qu'à quelque part, il ne faut juste pas se surprendre de l'époque actuelle, puis qu'on est, somme toute, revenu pour une frange de la population à ce qui était, et là, je vais paraphraser mon grand-père qui est au bout de la table, je le vois, on est en train d'écouter les nouvelles dans la cuisine chez lui, puis ça parle de cosmologie ou je ne sais quoi, puis là, ça donne une récente découverte. On est dans les années 70. Puis là, grand-père me dit, mon Dieu, il dit que c'est drôle, il dit, c'est des mystères, ça. Il dit, à quoi ça sert de chercher? Qu'est-ce que ça va donner? C'est des mystères. Parce que pour lui, tout ce qui était la découverte de l'espace, ça faisait partie d'affaires qui, à son époque, n'étaient pas claires. Puis là, tout à coup, ça commence à être mis à la table. Puis ça fait partie de ce qu'il appelle des mystères. Parce que dans la religion chrétienne, catholique, il y a beaucoup de ça, ce qu'on appelle des mystères. Ça fait que pour lui, c'est un mystère, puis ça va le rester. Ça ne peut pas changer. Donc lui, il prend une croyance sur laquelle il n'y a aucune preuve. Il écoute des scientifiques parler en disant « on vient de découvrir ça ». Ça suit la démarche qui fait en sorte qu'on peut déclarer que c'est vrai. Puis il répond « pourquoi se casser la tête là-dessus? Ce sont des mystères et ça va le demeurer ». C'est quand même hot. C'est que là, à son époque, on était en train d'arriver dans des nouvelles connaissances. Aujourd'hui, surtout avec Internet, c'est ça qui est drôle, on se disait « ah, l'éducation et la connaissance n'est pas assez répandue. Internet va ramener ça vers en haut. » Ben non, Internet a ramené ça vers en bas. Regardons ça. Pas pour tout le monde, là, je le répète, là, bien entendu. Là, on parle de la frange bruyante. Moi, je l'appelle la frange bruyante. Là. Mais il reste que la réaction d'hier, je trouve que c'est quand même assez symptomatique. Tu demandes des sources à quelque chose qui est déclaré, puis il y a quelqu'un qui vient s'en mêler en plus, c'est même pas lui, qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ben, écoute, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, il faut juste, à quelque part, réaliser que le monde dans lequel on vit, probablement, en partie, fait une petite régression au niveau de la connaissance, puis au niveau de la façon qu'on apprend, qu'on raisonne, qu'on pense, parce que, pour toutes sortes de raisons, moi, vous connaissez, je pense, je l'ai déjà dit, mon hypothèse au fait que la vie est plus difficile et surtout la vie est plus compliquée, c'est que la vitesse du progrès a dépassé la capacité d'adaptation. Puis ça, c'est un journaliste du New York Times qui avait dit ça en premier, puis je souscris à ça totalement, dans un livre qui s'appelle « Thank you for being late ». Puis il y avait deux courbes. Il y avait une courbe tout à coup qui montait tranquillement, puis il y avait une autre courbe qui était en dessous, puis qui tout à coup monte super vite, puis qui devient au-dessus. Puis au confluent des deux, il disait « on est là ». C'est-à-dire que tout change, mais avant, ça changeait lentement, puis là, maintenant, ça change super vite. Puis nous autres, on fait ce qu'on peut pour s'adapter, mais à quelque part, c'est quasiment biologique. On ne peut pas suivre la vitesse du changement qui est imposée autour de nous, dans laquelle on fait partie. Moi, je crois que c'est ce qui est responsable de tout. Donc, aujourd'hui, la vie change tellement vite que plein de monde qui n'arrive pas en tout à suivre, et tout le monde veut calmer son anxiété, tout le monde veut une réponse aux affaires qui le gossent, puis les réponses faciles gagnent plus souvent qu'avant. Voilà, je ne peux pas vous le mettre plus clair, c'est exactement ce que je pense. Donc, ça demande un effort particulier pour essayer de trouver ce qui est vrai de ce qui est faux. Puis cet effort-là, il peut avoir l'air même d'être fait quand, dans la réalité, ce qu'on fait, on est juste en train d'essayer de conclure le plus rapidement possible quelque chose qui correspond en plus à ce qu'on croit déjà. Ça fait que ça crée ce qu'on voit, ce qui est quand même assez spectaculaire. Mais je le répète, moi, ce qui me rassure, c'est que je pense pas que ça va devenir majoritaire. Je pense pas. Mais encore là, je regarde comment Trump se comporte par rapport à certaines affaires, puis sa gestion du virus est complètement basée sur le fait qu'il se disait l'important, c'est d'amener des croyances qui font en sorte que le monde va blablabla. Mais c'est le virus qui décide de tout, là, en bout de ligne. Là. C'est le virus qui décide, point barre. Tout ce que vous allez voir par rapport au COVID, là, c'est juste du monde qui vont mieux s'adapter à la réalité ou moins bien.
C'est pas politique, là. La réaction est politique, mais le COVID, c'est la nature. C'est la nature. Et puis quand je dis c'est la nature, en voulant dire que ça a été créé artificiellement ou pas, ça change même pas rien. Je veux dire qu'à partir du moment où il y a cette réalité-là qui n'est pas contrôlable, on peut s'adapter on peut faire en sorte, on peut la combattre par un vaccin, mais cette réalité-là, c'est pas politique. Politique, c'est je décide de ça, puis 4 ans après, je peux le défaire. Puis on le défait, puis c'est tout. Là, c'est pas ça. Donc, au final, COVID-19 va décider de son futur à lui. Il y a juste des sociétés qui vont bien s'adapter à sa réalité, puis d'autres, non. C'est quand même pas une petite différence. Alors, tout ça pour vous dire que quand vous regardez aller l'actualité, dites-vous que c'est comme un peu si on revenait à l'âge des religions, où est-ce que quand mon grand-père voyait des nouvelles qui étaient vraiment nouvelles, ben il se disait, mon Dieu, à quoi bon? Je reste dans mon jardin, où est-ce qu'on m'a dit qu'un mystère, c'est un mystère, ça s'appelle mystère, ça ne sera jamais résolu. Voilà. On n'est pas si loin que ça pour certains individus aujourd'hui. Surveillez bien, abonnez-vous à mon Patreon, nouvelle vidéo chaque semaine, entre autres. C'est drôle, j'ai eu un commentaire d'un gars. Alain s'est abonné. Je suis rendu à 50 membres, d'ailleurs. Ça monte pas vite, parce qu'évidemment, ça commence, mais ça monte. C'est très intéressant. Puis Alain m'a écrit « Hey, j'ai écouté ta vidéo sur comment combattre la timidité. » Puis il dit « Je t'écris ce commentaire-là parce que j'ai écouté la vidéo. » Parce qu'il dit « Jamais j'aurais commenté nulle part. » Mais c'est pas pire, hein? C'est exactement le but. Franchement, c'est génial. Fait que merci Alain. OK, salut, à demain.